consiste dans le désert du Nevada, un lieu que les États-Unis ont entouré d'un tel mur de silence qu'il a fini par devenir un symbole mondial du secret militaire. Un endroit où la poussière, la chaleur, les montagnes et les mirages semblent conspirer avec le gouvernement pour effacer toute trace de vérité. Un endroit qui n'a été reconnu officiellement qu'en 2013, alors que son histoire commence presque 60 ans plus tôt. Un endroit né d'une seule obsession: surveiller un ennemi invisible au moment où la planète entière vivait sous la menace d'une destruction totale. À la fin des années 40 et au début des années 50, les États-Unis comprennent qu'ils ne savent absolument rien de l'état réel de l'Union soviétique, car les deux superpuissances n'ont pas encore les satellites espions qui émergeront plus tard. Les avions classiques ne peuvent pas voler assez haut pour échapper aux radars soviétiques, et les vols de reconnaissance sont si dangereux qu'ils ressemblent à des missions suicidaires. L'Amérique découvre qu'elle ne peut pas simplement deviner ce que l'URSS prépare et que la seule manière de connaître la vérité consiste à inventer un avion capable de dépasser les limites de l'époque. Un avion si haut qu'aucun missile ne pourrait l'atteindre, si discret qu'aucun radar ne pourrait le repérer, et si léger qu'il flotterait dans l'air raréfié de la stratosphère. Cet avion existe grâce à Clarence Kelly Johnson, un ingénieur surdoué à la tête d'une cellule spéciale de Lockheed, appelée Shankworks, un laboratoire secret où les projets les plus ambitieux sont conçus loin du regard du public. Johnson imagine un appareil ultra léger, doté d'ailes immenses, capable de voler à plus de 20 km d'altitude, là où l'air est si mince que les pilotes doivent porter des combinaisons semblables à celles des astronautes. Cet avion, le U-2, doit être testé dans un lieu totalement invisible. Un endroit sans habitation, sans route fréquentée, sans trafic aérien. Un endroit où l'on peut faire décoller un engin secret sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Le gouvernement découvre alors Groom Lake, un lac asséché gigantesque, parfaitement plat, caché au milieu des montagnes du Nevada. Ce type de surface, appelée playa, permet de tracer des pistes d'atterrissage naturelles, sans infrastructure, ce qui accélère la construction de la base. En 1955, la CIA envoie sur place des ouvriers, des ingénieurs et des militaires qui travaillent dans une chaleur écrasante et dans le secret le plus absolu pour édifier des hangars, des baraquements et une piste rudimentaire. Les employés ne savent pas réellement où ils se trouvent, car les cartes de l'époque ne montrent même pas la zone. Les premiers vols du U-2 commencent sans que personne, au-delà de quelques responsables du gouvernement, ne soit au courant de ce qui se passe dans ce désert. Les pilotes civils commencent toutefois à rapporter qu'ils ont vu dans le ciel un objet volé beaucoup plus haut que tous les autres avions connus. Un objet fuselé, brillant, parfois immobile en apparence, ce qui semble impossible à l'époque. L'armée répond systématiquement qu'il s'agit de phénomènes météorologiques, de reflets du soleil ou de ballons atmosphériques. Des explications volontairement vagues, destinées à éviter toute fuite. Ces mensonges répétés inaugurent une habitude qui marquera durablement la zone 51. Dire n'importe quoi pour dissimuler ce qui se passe réellement, quitte à renforcer malgré soi les théories les plus extravagantes. La CIA comprend pourtant rapidement que le U-2 n'est qu'un début, car en 1960, un U-2 piloté par Francis Gary Powers est abattu par les soviétiques, ce qui révèle publiquement l'existence du programme et provoque un scandale diplomatique. Les États-Unis comprennent qu'ils doivent créer un avion encore plus puissant, un avion tellement rapide qu'aucun missile ne pourra jamais l'atteindre, et tellement résistant qu'il pourra supporter les températures extrêmes générées par un vol à Mach 3.
c'est-à-dire 3 fois la vitesse du son. À cette vitesse, le frottement de l'air contre le fuselage fait monter la température à plusieurs centaines de degrés, au point que le métal peut littéralement se déformer. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs conçoivent un appareil entièrement en titane, un métal résistant à la chaleur, mais extrêmement difficile à produire. Les États-Unis doivent même en acheter secrètement à l'Union soviétique via des entreprises écrans, ce qui constitue l'un des paradoxes les plus étonnants de la guerre froide. Cet avion, le A-12 Oxcart, est testé dans la zone 51, et lorsque les premiers vols ont lieu, les témoins au sol voient parfois une sorte de halo lumineux entourer l'appareil, car l'air chauffé par la vitesse change l'indice de réfraction autour du fuselage. Ces phénomènes totalement inconnus du grand public contribuent à entretenir la légende des ovnis. Le A-12 donne naissance au SR-71 Blackbird, qui deviendra l'avion espion le plus rapide jamais construit, capable de traverser un pays entier en quelques minutes. Tous ces essais se déroulent à Groom Lake, qui devient le cœur technologique des États-Unis pendant la guerre froide. Un endroit où les avions les plus secrets du monde prennent forme à l'abri des regards, protégés par un dispositif de sécurité qui se renforce année après année. Dans les années 70, alors que les États-Unis cherchent à réduire la visibilité de leurs appareils face aux radars soviétiques, un nouveau concept apparaît, la furtivité. Pour comprendre cette technologie, il faut imaginer un radar comme une lampe torche qui éclaire un objet pour le détecter. Si l'objet renvoie la lumière ailleurs, il devient invisible pour la source. Les ingénieurs conçoivent alors des formes anguleuses, volontairement irrégulières, qui dispersent les ondes radar dans toutes les directions sauf vers l'émetteur, transformant un avion en silhouette presque indétectable. Cette technique donne naissance aux premiers essais du programme Avblue, les prototypes qui mèneront au F-117 Nighthawk, un avion triangulaire, noir, silencieux, testé une fois encore dans la zone 51. Le F-117, lorsqu'il survole le désert la nuit, peut paraître totalement irréel pour les rares témoins qui le voient. Sa forme géométrique, son absence presque totale de bruit, sa silhouette anguleuse alimente une nouvelle vague de témoignages d'objets non identifiés. Tandis que le gouvernement continue de nier avec une constance presque amusante qu'il n'existe quoi que ce soit d'inhabituel dans cette région. Groom Lake devient alors un lieu où la technologie avancée et les mensonges assumés se mélangent au point que le public ne sait plus ce qui est réel. C'est précisément dans ce contexte qu'un homme nommé Bob Lazar apparaît en 1989, déclarant publiquement qu'il aurait travaillé dans une installation secrète dépendant de la zone 51 appelée S4, située près du lac Pépouze. Lazar, technicien en électronique ayant travaillé dans plusieurs laboratoires, affirme avoir vu 9 engins d'origine non humaine et décrit un système de propulsion utilisant un élément chimique extrêmement lourd qu'il désigne sous le nom d'élément 115, censé générer un champ gravitationnel capable de permettre des déplacements et des accélérations impossibles pour la technologie humaine. Son témoignage est vivement critiqué et plusieurs aspects de son parcours sont remis en question. Mais il frappe le public parce qu'il arrive à un moment où l'État a tant menti que le moindre récit cohérent semble devenir plausible. Bob Lazar, à l'époque, n'est ni un militaire haut gradé, ni un scientifique de renom, mais un technicien doué, passionné par l'ingénierie et la physique appliquée, capable de travailler sur des systèmes complexes. Il a été brièvement employé au laboratoire national de Los Alamos, un lieu où l'on ne recrute pas des amateurs, même si son rôle exact y reste discuté, ce qui alimente encore aujourd'hui les débats sur son identité réelle. Lazar affirme avoir été formé dans des écoles prestigieuses comme Caltech ou le MIT,
Deux institutions qui n'ont jamais confirmé sa présence dans leurs archives. Mais cette contradiction est précisément ce qui divise le public. Pour certains, cela prouve qu'il ment. Pour d'autres, cela montre qu'on aurait volontairement effacé des traces pour le discréditer. Ce qui est certain, c'est que son récit tranche avec celui d'un mythomane classique. Il ne cherche pas la gloire, n'écrit pas de livres, ne crée pas de mouvement autour de lui, et parle avec une sobriété presque déconcertante de ce qu'il dit avoir vu. Et plusieurs détails qu'il a donnés, comme l'existence des vols Janet Airlines ou l'utilisation des scanners biométriques, alors inconnus du public, se révéleront exacts des années plus tard, ce qui empêche de l'écarter totalement, même si son histoire reste impossible à vérifier dans son ensemble. Cette ambiguïté fait de Lazare une figure centrale de la légende de la zone 51. Un témoin dont on ne sait jamais s'il faut croire ou le considérer comme un raconteur brillant, ayant parlé au moment exact où l'Amérique doutait de tout. La zone 51 continue pourtant son travail réel, beaucoup moins spectaculaire que les récits de Lazare, mais infiniment plus important stratégiquement. Dans les années 90, elle devient le centre des premiers tests de drones furtifs, bien avant que le grand public ne sache ce qu'est un drone. Des appareils sans pilote, dotés de silhouettes étranges, survolent le désert, et leurs mouvements non conventionnels provoquent une nouvelle vague d'observations dites inexpliquées. Pendant cette période, un scandale éclate lorsque plusieurs employés poursuivent le gouvernement pour des brûlures chimiques et des problèmes respiratoires causés par l'exposition à des substances toxiques brûlées la nuit dans la zone. Le gouvernement refuse de révéler les matériaux utilisés en invoquant le secret défense, ce qui empêche les victimes d'obtenir justice. Ce scandale révèle un autre visage de la zone 51, celui d'un lieu où même les employés n'ont pas accès à la vérité. Chaque matin, une flotte d'avions blancs portant une bande rouge, les Janet Airlines, décolle de l'aéroport de Las Vegas pour transporter les employés vers la zone 51. Ces vols ne figurent sur aucun horaire public. Les passagers n'ont pas le droit de révéler où ils travaillent, et leurs cartes d'accès sont rendues chaque soir en partant. Ce rituel quotidien renforce l'idée que le secret n'est pas un accident, mais une culture d'entreprise assumée et permanente. La base est protégée par des capteurs enterrés capables de détecter les vibrations au sol. Des caméras thermiques analysant les collines, des patrouilles discrètes en véhicules sans identification visible, et des hélicoptères noirs prêts à décoller sans feu pour intercepter les curieux. L'espace aérien au-dessus de la zone est totalement interdit, et les pilotes civils qui s'en approchent risquent de lourdes sanctions. Et même si le public imagine des hangars remplis de disques métalliques venus d'ailleurs, la réalité quotidienne de la zone 51 est probablement encore plus fascinante, car c'est ici que les ingénieurs conçoivent les technologies qui vont dominer les décennies suivantes. Des matériaux capables de tromper les radars, des drones capables de voler silencieusement à des altitudes extrêmes, des avions expérimentaux dont l'apparence même n'a jamais été dévoilée, et surtout, des programmes dont personne ne connaît le nom, mais dont l'existence est parfois trahie par une piste allongée, un hangar agrandi ou un budget militaire manquant dans les documents publics. La zone 51 n'est pas seulement un laboratoire aérien. C'est un puzzle géant dont chaque pièce est classifiée. Un endroit où même les infrastructures racontent une histoire secrète. À partir des années 80, et encore plus dans les années 90, la zone 51 devient intimement liée aux essais nucléaires réalisés à proximité. Car le Nevada Test Site, situé juste au sud, est l'un des endroits les plus radioactifs du pays,
là où les États-Unis ont effectué près de 900 explosions nucléaires, certaines souterraines, d'autres atmosphériques, des tests qui ont en partie contaminé le sol, l'air et l'eau, et qui ont entraîné des conséquences dramatiques pour des dizaines de milliers de personnes vivant sous le vent des explosions. La zone 51 n'a jamais été un site d'essai nucléaire directement, mais elle a servi de centre logistique, de centre de surveillance et parfois de centre de stockage pour le matériel utilisé dans ces essais. Ce qui explique pourquoi certains employés ont été exposés à des produits toxiques hautement dangereux, sans jamais en avoir été informés, car les substances en question étaient elles aussi classifiées. Dans les années 90 et 2000, la zone 51 s'agrandit considérablement. Les images satellites, bien que floues à l'époque, révèlent de nouveaux hangars gigantesques, capables d'abriter des appareils de grande envergure. On observe des extensions de pistes, des zones de stockage supplémentaires, des installations de refroidissement, des complexes souterrains partiellement visibles par les formes géométriques du sol. Les spécialistes de l'imagerie pensent que la zone 51 possède plusieurs niveaux sous terre. Non pas des bases extraterrestres comme dans certains récits fantaisistes, mais des hangars profondément enfouis destinés à protéger des prototypes extrêmement sensibles. Les montagnes environnantes semblent avoir été creusées par endroits, ce qui suggère la présence de tunnels, peut-être pour relier discrètement différentes sections du site. Autour de la zone 51, d'autres installations jouent un rôle tout aussi mystérieux, comme le Tonopah Test Range, situé au nord-ouest, où les premiers F-117 ont été stockés après leur retrait officiel. Ou encore Dugway Proving Ground, une installation spécialisée dans les essais biologiques et chimiques, souvent surnommée l'autre zone 51, car elle est également entourée de rumeurs et de secrets. Tous ces lieux fonctionnent comme un réseau invisible d'installations conçues pour disperser les programmes les plus sensibles, afin que personne ne puisse découvrir ce qui se passe réellement et en se concentrant sur un seul site. Pendant ce temps, les rumeurs concernant un avion hypersonique nommé Aurora se multiplient dans les années 90, car plusieurs habitants de la Californie du Sud entendent des bangs soniques anormaux, des vibrations profondes qui ne correspondent à aucun appareil connu. Des documents budgétaires suggèrent l'existence d'un programme non identifié, coûtant des milliards de dollars. Et certains analystes pensent que la zone 51 a servi de terrain d'essai pour cet engin théorique capable de voler à Mach 5 ou Mach 6. Des vitesses si extrêmes qu'elles défient les limites de la technologie de l'époque. Même si rien n'a été confirmé, la piste de ce programme reste aujourd'hui encore une hypothèse crédible. Une autre rumeur très persistante est celle du TR-3A ou TR-3B, des appareils triangulaires furtifs qu'on aurait vus au-dessus du Nevada ou de l'Arizona, parfois décrits comme capables de manœuvres impossibles. Il existe des explications rationnelles à certains témoignages, comme les vols nocturnes du F-117 ou les premiers tests de drones de grande envergure, mais d'autres restent difficiles à expliquer. Ce qui alimente encore davantage la légende d'engins triangulaires testés dans le désert. Même si aucun document officiel ne confirme leur existence, la cohérence des témoignages laisse penser qu'un appareil triangulaire furtif, peut-être un drone, a réellement été testé dans la région. La zone 51 n'est pas seulement un lieu de test aérien. C'est aussi un espace ultra contrôlé dont la sécurité dépasse de loin celle des bases militaires classiques. L'espace aérien est strictement interdit et des avions civils ont déjà été menacés de lourdes sanctions pour avoir pénétré accidentellement dans cette zone. Au même moment, le Pentagone publie en 2017 des vidéos montrant des objets non identifiés poursuivis par des avions de chasse américains. Ces vidéos, connues sous le nom de Gimbal, Go Fast et Tic Tac,
montre des objets capables d'accélération incompréhensible, sans signature thermique visible, ce qui intrigue autant les sceptiques que les militaires expérimentés. Officiellement, ces objets ne sont pas liés à la zone 51, mais à la communauté des passionnés, et certains analystes estiment que si les États-Unis explorent des technologies non conventionnelles, c'est dans un endroit comme Groom Lake qu'elles seraient étudiées en priorité, car c'est le lieu où l'on teste ce que personne ne doit voir. À mesure que le temps passe, la zone 51 devient un miroir dans lequel chacun projette ce qu'il veut croire. Pour certains, c'est un laboratoire extraterrestre. Pour d'autres, un centre expérimental de haute technologie. Pour les plus rationnels, un site d'essai d'avions et de drones avancés. Mais pour tous, c'est un endroit dont on ne sait jamais réellement ce qui s'y passe. En 2013, la CIA finit par reconnaître officiellement l'existence de la zone 51, publiant des documents déclassifiés, confirmant que le site avait servi au développement du U-2 et du A-12. Et ces documents ne disent presque rien des programmes ultérieurs. Et des pages entières sont encore caviardées, ce qui montre que même lorsqu'on admet l'existence d'un secret, on en cache encore une bonne partie. Et c'est précisément dans ce contexte de demi-vérité, de mensonges assumés et de silence institutionnel que naît la légende moderne de la zone 51. Une légende alimentée par le manque d'informations et par le fait que chaque détail semble toujours avoir une autre explication possible. Comme si le lieu avait été conçu pour n'offrir que des réponses incomplètes. Et si la zone 51 continue d'alimenter autant de fantasmes, c'est aussi parce qu'elle occupe une place singulière dans le paysage américain. Un désert que l'on peut apercevoir depuis les collines environnantes, mais qui reste obstinément silencieux. Un endroit où chaque détail observable semble poser une question plutôt qu'apporter une réponse. Certains chercheurs amateurs passent leur vie à photographier les montagnes autour de Groom Lake, espérant voir un reflet sur un hangar ou la lumière d'un appareil au décollage. Mais la base joue avec ses observateurs, comme un magicien joue avec son public, laissant apparaître une trace ici, une lueur par là, un bruit de moteur inhabituel, une nuit de vent, mais jamais assez pour que l'on puisse comprendre ce qui se passe réellement sous la surface. Ce qui rend la zone 51 encore plus fascinante, c'est qu'elle n'est pas seule. Elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, un réseau de bases secrètes dispersées à travers l'Ouest américain. Toutes ces zones fonctionnent comme un réseau cohérent, un archipel de lieux où les États-Unis peuvent tester tout ce qui ne doit pas être vu. Un ensemble de sites reliés par une culture du silence qui remonte à la guerre froide et qui n'a jamais disparu. Beaucoup de ces bases sont situées dans des régions désertiques, non pas par hasard, mais parce que le désert offre tout ce dont un programme secret a besoin. C'est de la distance, de l'isolement, une visibilité réduite, un terrain immense, et parfois la possibilité de dissimuler des installations à moitié enterrées ou creusées dans les montagnes. Les rumeurs concernant des tunnels reliant ces installations entre elles ne reposent pas sur des preuves solides. Mais si l'on considère le caractère stratégique de ces lieux, il n'est pas absurde d'imaginer que des connexions existent quelque part sous le sol. Non pas pour cacher des extraterrestres, mais pour déplacer du matériel hautement sensible à l'abri des satellites étrangers. Ce réseau secret est également lié aux essais nucléaires menés pendant des décennies dans le Nevada. Car la zone 51 abritait non seulement des avions conçus pour espionner l'URSS, mais aussi des systèmes de mesure destinés à analyser les explosions nucléaires américaines. Le Nevada Test Site, devenu l'un des lieux les plus radioactifs du pays, a servi de terrain d'entraînement pour les pilotes, de centre logistique pour les dispositifs de mesure, et parfois de dépôt pour des matières dangereuses que l'on ne voulait pas transporter trop loin. Les explosions souterraines provoquaient des séismes artificiels, des fissures dans le sol et même des cratères gigantesques visibles depuis l'espace. Ce qui attirait la curiosité des observateurs étrangers. Observateurs que les avions sortis de Groom Lake étaient précisément conçus pour surveiller. La zone 51 joue ainsi un rôle à la fois militaire, technologique, stratégique et psychologique.
car elle influence la manière dont le public perçoit le pouvoir américain. Pendant des décennies, l'État a choisi de ne rien dire, ni pour confirmer, ni pour infirmer, créant ainsi un vide dans lequel les rumeurs pouvaient prospérer. Les États-Unis ont compris très vite que le secret absolu est une arme en soi, parce qu'il crée plus de peur, plus de respect et plus d'imagination que n'importe quelle déclaration officielle. Tant que la vérité reste inaccessible, elle peut être réinventée indéfiniment. Et chaque nouvelle hypothèse, même improbable, peut sembler plausible. Les débats sur les extraterrestres et les objets non identifiés s'inscrivent parfaitement dans ce vide volontairement entretenu. Si les États-Unis avaient parlé dès le début, si la CIA avait admis l'existence de la base dans les années 60, si l'armée avait expliqué les essais du U-2, du A-12 ou du F-117, si les habitants du Nevada avaient su qu'ils vivaient à côté de l'endroit où on testait les technologies les plus avancées du monde, alors la zone 51 n'aurait jamais acquis le statut mythologique qu'elle possède aujourd'hui. Mais en gardant le silence, en niant pendant 60 ans ce que tout le monde devinait déjà, l'État a créé un monstre narratif qui s'est développé indépendamment de la réalité. Dans les années 2010 et 2020, de nouveaux hangars gigantesques apparaissent sur les images satellites. Des bâtiments capables d'abriter des avions dont la taille dépasse celle du SR-71, ou même celle de certains bombardiers modernes. Les spécialistes de la défense pensent que la zone 51 teste aujourd'hui des drones furtifs de très grande envergure. Peut-être des appareils hypersoniques capables de voler à Mach 5 ou Mach 6. Peut-être même des prototypes d'avions suborbitaux capables d'atteindre la haute atmosphère en quelques minutes. Les États-Unis investissent massivement dans leur technologie hypersonique, car la Chine et la Russie avancent elles aussi rapidement dans ce domaine. Et la zone 51 semble être l'endroit idéal pour tester ces appareils, loin des satellites espions étrangers. Certains indices, comme la construction de pistes plus longues, l'apparition de systèmes de refroidissement massifs ou la présence de nouvelles structures souterraines, suggèrent que des avions beaucoup plus avancés que ceux que nous connaissons sont testés en ce moment même dans le désert du Nevada. Les bruits de moteurs inhabituels entendus par des habitants de Rachel, une petite ville proche de la zone 51, les vibrations ressenties par certains observateurs et les rumeurs d'appareils silencieux capables de voler la nuit à des vitesses irréalistes renforcent cette hypothèse. Ainsi, la zone 51 apparaît moins comme un lieu unique que comme un écosystème secret, un ensemble de programmes, de technologies, de légendes et de mensonges qui s'entremêlent dans un désert où tout peut être vrai et où rien n'est jamais totalement confirmé. C'est un endroit où la réalité militaire, la science avancée, la géopolitique, l'histoire de la guerre froide, les rumeurs d'ovnis, les essais nucléaires, les technologies furtives et les projets hypersoniques coexistent dans un même espace physique. Et c'est cette accumulation extraordinaire qui explique pourquoi la zone 51 fascine autant. Car au fond, ce lieu incarne l'idée même du secret moderne. Un secret si vaste qu'il ne peut pas être contenu dans une seule explication. Un secret qui se nourrit de chaque silence, de chaque refus de répondre, de chaque document censuré. La zone 51 n'est pas seulement un endroit où l'on teste des avions. C'est un miroir de nos inquiétudes, de nos fantasmes, de nos ignorances et de notre désir d'expliquer ce que nous ne comprenons pas. C'est un territoire où l'absence d'information devient plus dangereuse que n'importe quelle vérité. Un endroit où même la poussière semble porter en elle quelque chose que personne n'a le droit d'interpréter. Et tant que les États-Unis choisiront de conserver ce désert comme un sanctuaire du secret, tant que les avions Janet Airlines continueront d'amener chaque matin des employés silencieux, tant que les hangars s'agrandiront sans explication, tant que les montagnes entourant Groom Lake seront surveillées par des caméras invisibles, tant que les satellites civils ne pourront montrer que des silhouettes floues et des ombres étranges, tant que les gouvernements successifs continueront d'effacer des lignes entières de documents officiels, tant que les rumeurs trouveront plus de réponses dans les silences que dans les discours,
Alors la zone 51 restera ce qu'elle est depuis plus de 70 ans, le symbole absolu du secret. Un désert où les vérités officielles ne valent jamais autant que les questions que tout le monde se pose. Un endroit où l'on sait qu'il se passe quelque chose, mais où personne ne pourra jamais dire exactement quoi. Un territoire suspendu entre le réel et le mythe. Un espace unique au monde où même les certitudes finissent par se dissoudre.